Le kidnapping de la famille Agba Bertin. Comme j'ai eu à l'annoncer on a eu à l'annoncer sur notre page, la famille Bertin Agba a été kidnappée le jeudi matin vers 5 heures à Lomé. Agba Bertin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un homme d'affaires togolais qui est décédé au mois de mai passé en Afrique du Sud dans des conditions assez troubles. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup fait au Togo, qui faisait beaucoup pour des gens. Agba Bertin, il supportait plus de 300 orphelins. Il a fait beaucoup au Togo. Il avait une société ou deux sociétés. Il a beaucoup aidé l'église, surtout Saint-Antoine de Padoue. Il a beaucoup aidé l'église. Il a eu des soucis dans une affaire qu'on avait qualifiée à l'époque de une affaire d'escroquerie internationale. Il a été arrêté, torturé à l'ANR et tout, gardé en prison à Théviers. Et puis après, il est ressorti, on a voulu l'arrêter de nouveau, et puis il s'est échappé. Et après, sa famille l'a rejoint. Et la famille était en Afrique du Sud avec lui. Et malheureusement, l'année dernière, il est décédé. Ça fait plus d'1 an qu'il est décédé. Je parle de mai 2023. Et quand Bertin Agba est décédé, on n'a pas ramené sa dépouille au Togo. Il a été enterré au Ghana. Et donc, 1 an après, son épouse, qui était très affectée par le décès brutal de son mari, les enfants aussi, qui sont des enfants qui viennent de sortir à peine qui sont à peine majeurs, 1 an après, ils ont décidé de rentrer au Togo pour venir se sacrifier au rituel du deuil. Généralement, il y a des choses, quand vous ne les faites pas, quand quelqu'un part, quelqu'un meurt, il y a des choses, quand même, des cérémonies à faire. Donc cette famille est rentrée au Togo depuis 1 semaine pour faire cette cérémonie-là. Donc la veuve est rentrée avec son fils aîné garçon et son, je ne sais pas comment dire ça, le petit frère de Bertin lui-même qui s'appelle Cyril Abalo. Et ils étaient tranquillement à Lomé. La dame a pris ses quartiers dans la maison de son mari, à Tokoin là-bas, en allant vers la frontière, pas trop loin de la maison de Demkodjo. Et puis, Cyril Abalo, qui est le petit frère de Agba Bertin, lui était à Tétikopé avec son neveu. Ils sont installés là-bas, dans une résidence là-bas. Et c'est à ces 2 endroits qu'on est parti les arrêter le matin très tôt, comme des bandits. La dame, qui avait déjà une santé assez fragile, a vu tout le quartier bouclé, comme si on venait arrêter un Ben Laden. Ils ont bouclé le quartier. Là, c'est les hommes en tenue qui sont arrivés. Ils ont bouclé le quartier. Et ils sont venus arrêter la dame, menotter. Ils ont sous prétexte de perquisition, ils ont cassé tout dans la maison. Il y a des images qui sont insoutenables. Ils ont cassé tout dans la maison, mis les choses sans dessous dessus, cassé les trucs, tout ça. C'est pas ce qu'ils cherchaient. Donc, au même moment où on arrêtait la dame, on arrêtait aussi le petit frère du défunt et son fils à Tétikopé. Et de côté de Tétikopé, c'est les gens en civil qui ont agi. Et depuis jeudi, les gens ne savaient pas où on les a amenés. On a pris aussi certains de leurs cousins et tout ça. Ils sont 5 au total. Personne ne sait là où on les a amenés. Il a fallu jusqu'au jeudi soir pour savoir que c'est au SCRIC qui sont détenus. Le procureur, dès le matin, a été saisi. Il a dit qu'il n'est pas au courant, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'a pas ordonné une quelconque arrestation, qu'il n'est pas au courant. Et c'est dans l'après-midi de ce jeudi qu'on apprend qu'ils sont gardés au SCRIC. Et donc, les avocats se sont rendus au SCRIC le jeudi soir. Les gens du SCRIC ont refusé que les avocats puissent les rencontrer.
Surtout la dame qui est malade, comme je l'ai dit tantôt, elle est sortie d'une opération récente, donc elle est très malade, elle devait prendre ses médicaments, elle dépendait de ses médicaments. Ils ont refusé que les avocats les voient ce soir-là, les avocats sont repartis, et le vendredi, les avocats sont repartis voir le procureur pour dire, mais on ne peut pas laisser des gens comme ça. On les a pris depuis 5 heures du matin, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas d'assistant de la famille. Mais si quelque chose leur arrive, parce que la dame, elle est fragile, si quelque chose leur arrive, et c'est là où le procureur a appelé les gens du SCRIC, parce que normalement, les OPJ sont sous l'autorité du procureur, et qu'on aille arrêter quelqu'un, et que le procureur dise que lui n'est pas au courant, c'est quand même incroyable. Donc, il appelle les OPJ, et ils ont convenu que les avocats puissent passer les voir. Donc, les avocats sont passés hier pour les voir avec les médicaments. Et de façon substantielle, jusqu'à ce jour, on ne leur a signifié aucune charge. Ils sont détenus, on ne leur a signifié aucune charge, on a pris leurs identités, on a fait un contrôle de leur identité, et la seule question qu'on leur a posée jusqu'à maintenant est de savoir, ils sont venus chercher quoi dans le pays? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le pays? Ils sont venus chercher quoi dans le pays? Peut-être que, bon, d'ici lundi, ils vont fabriquer des preuves comme ils savent le faire. Ils arrêtent les gens d'abord et puis après, ils fabriquent les preuves. Mais la seule question qu'on leur a posée jusqu'à maintenant, depuis jeudi qu'on les a arrêtés, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le pays? Ils sont venus chercher quoi dans le pays? C'est quand même extraordinaire qu'on demande à des Togolais qui sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le pays, comme s'ils étaient des étrangers. On sait que le Togo appartient à Faure, c'est lui qui décide qui rentre et qui sort. C'est lui qui décide qui vient et qui ne vient pas. Même si vous perdez vos parents et que vous demandez à rentrer pour enterrer vos parents, ils refusent, comme le cas François Bocor et d'autres cas. C'est lui qui décide. Mais comment est-ce qu'on peut arrêter des gens et la seule question qu'on leur pose, vous êtes venus chercher quoi ici? C'est leur pays. Mais eux, ils n'étaient pas poursuivis au même titre que leurs parents. Vous avez cherché le monsieur, vous l'avez poursuivi partout, il est mort dans des circonstances, même aujourd'hui avec l'acharnement qui pèse sur la famille aujourd'hui, on est bien en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la mort d'Agba Bertin. On peut se poser des questions, qu'est-ce qui a tué Agba Bertin? Puisqu'on s'acharne sur la famille, et donc on s'acharne sur les morts. Donc la question de savoir qui sont ceux qui sont derrière son décès et pourquoi il est mort si brutalement. Et je vais vous faire une confidence. Vous savez que quand Agba Bertin est décédé, la maison du père d'Agba Bertin est à Tocoin Trésor, dans la zone où il y a les maisons des anciens, tous les anciens officiers ou les anciens soldats qui ont fait la guerre d'Algérie, tout ça, là où ils ont conçu les Chango, les Bojolé et tout ça, en allant vers la maison de Atomayakbo. Donc, dans toute cette zone-là, il y a une concentration d'anciens soldats qui ont conçu là-bas. Donc, sa maison, la maison du père Agba Bertin, est juste en face du centre communautaire de Tocoin. Trésor là-bas. C'est juste en face. Et donc, quand Bertin est décédé, sa sœur qui était au pays a fait une maquette de sa photo, comme on le fait souvent chez nous quand il y a un deuil, pour mettre au bord de la voie là-bas et devant la maison pour que les gens qui veulent repérer la maison pour venir saluer, viennent saluer. Vous savez ce que le régime a fait? Le régime a déployé là-bas des agents de renseignement pour regarder qui sont ceux qui venaient dans la maison saluer, ceux qui venaient et sortaient de la maison. Et ces agents de renseignement ont fait quoi? Ils ont pris des chambres, des salles à l'étage du centre communautaire, de manière à regarder directement dans la maison du défunt. Ils ont installé leur quartier général là-bas. Donc, tous ceux qui venaient dans la maison, on les dévisageait et on rendait compte. Mais le gars est déjà mort. Le gars était mort, mais on avait mis la maison de son père sous surveillance pour voir qui sont ceux qui venaient saluer dans la maison, présenter les condoléances. C'est comme ça que beaucoup ne sont pas partis dans la maison pour saluer. Vous voyez? Donc, déjà, ce comportement était suspect. Et maintenant, l'acharnement qu'ils font sur la famille laisse présager que certainement qu'ils en savent quelque chose.
cette pauvre dame qui ne s'est jamais mêlée de politique, qui ne s'est même jamais mêlée des affaires de son mari, c'était une dame assez discrète, et ses enfants ont commis quel délit pour qu'ils viennent au Togo, qu'on vienne les arrêter comme des bandits, qu'on les menotte, qu'on va les jeter en cellule depuis 3-4 jours. Depuis 3-4 jours, et qu'on ne leur notifie aucune charge. Ils n'ont pas encore fini de faire le deuil de son mari, de son parent, tout ça. On va les jeter en prison. Il y a des Togolais, parfois, qui minimisent ces choses-là. Soit disant, oui, c'est bien fait pour X. Mais écoutez, les gars, si on fait ça à des gens de ce calibre, vous les petits pauvres là, vous, on va vous écraser. Donc, vous avez intérêt, ou nous avons intérêt à dénoncer la justice, quelle que soit la victime. Quel que soit celui sur qui l'injustice tombe. Nous avons intérêt. Parce que les gens sont écrasés tous les jours dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc nous devons être à même de dénoncer ces choses-là qui se passent dans notre pays. Est-ce qu'il y a un délit de parenté, par exemple, dans notre code de procédure pénale ou dans notre code pénal? Est-ce qu'il y a un délit de parenté? C'est comme ce jeune homme, cet étudiant qui a prononcé un discours à une manifestation et qu'on est allé s'en prendre à son père au village à Dapao. Est-ce qu'il y a un délit de parenté au Togo? Est-ce qu'il y a un délit de parenté au Togo? Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale. Est-ce que moi je dois payer pour les actes de mon père? Si c'est le cas, Ford devait payer pour tous les actes que son père a commis. Si c'est le cas, les enfants Nyasingbe doivent payer pour les actes, les assassinats que leur père a commis, les détournements que leur père a commis. Si on doit poursuivre ce raisonnement, mais ils doivent payer eux aussi. Demain ou plus tard, ils paieront pour ce que leurs parents ont commis. Donc il n'y a pas de délit de parenté chez nous. D'où vient que on va s'acharner sur une dame et ses enfants qui sont rentrés tranquillement dans leur pays et qui ne sont pas rentrés avec des intentions, je ne sais pas quoi, obscures. La preuve, la dame, quand elle est rentrée, ça fait 13 ans qu'elle n'avait même plus de papier togolais. Elle a commencé par faire des démarches pour se faire une carte d'identité. Elle a commencé des démarches pour se faire une carte d'identité. Elle n'avait plus de papier togolais depuis 13 ans. Alors, d'où vient qu'on vient les ramasser à la maison, on va les jeter en cellule, et 3 jours après, le procureur, qui doit normalement ordonner les arrestations, dit qu'il n'est pas au courant, ou il n'a pas de charge à notifier. Ça sort d'où cette histoire? À moins qu'on ait un projet, on a un plan, je ne sais pas, machiavélique ou funeste, de prendre la famille en otage et de leur exiger quelque chose en retour. Et de leur exiger quelque chose en retour. Parce que l'affaire pour laquelle on a accusé Agba Bertin, cette affaire n'a jamais été jugée. Elle n'a jamais été jugée. Et en droit pénal, on sait très bien que lorsqu'un accusé s'éteint, l'affaire est éteinte, judiciairement parlant. Donc, ce n'est pas une affaire qui a été jugée pour qu'on dise aujourd'hui que la famille a quelque chose qu'on réclame. On a l'impression que c'est une méthode de voyou qui consiste à prendre des gens en otage et après à exiger de signer des documents. Quand Agba Bertin a été arrêté ou est parti, Agba Bertin avait de l'argent dans les banques au Togo. Agba Bertin avait plus de 600 ou 700 millions à l'UTB. Des gens sont partis vider les comptes. Il était le meilleur client de l'UTB depuis des années. C'est pas quelque chose de récent. Des mains obscures sont partis vider les 600 ou 700 millions à l'UTB. Personne ne sait où qui a pris l'argent. Et la banque est incapable de dire à son client ou à ses ayants droit qui a vidé les comptes. Et pourtant, il n'y avait pas de condamnation. Il n'y avait pas une condamnation qui exigeait qu'on saisisse ses comptes. Des gens sont partis vider les comptes. Sa femme avait des comptes dans les banques au Togo. Les comptes ont été vidés. Ses enfants avaient de l'argent dans des banques. Ils ont vidé les comptes. Peut-être que, comme ils sont revenus, les gens ont peur que, ils vont engager des procédures contre eux. Ils ont vidé les comptes. Ce n'est que dans des pays de voyous qu'on fait des choses comme ça. Des gens se lèvent pour aller vider les comptes d'un particulier dans une banque sans aucune décision de justice. Sans aucune
aucune décision de justice. Quand ils sont allés dans la maison d'Agba Bertin faire des perquisitions au premier abord, à l'époque c'était Massina et ses amis. Ils sont allés là-bas et ils ont ramassé les choses dans la maison, les bijoux, tout. Ils ont pris les sacs Chanel et tout ça, ils ont tout pris. Après, les gens ont vu la femme de Massina qui tenait ces sacs-là, qui voyageait pour monter dans l'avion avec. Vous voyez le recel? Vous voyez le recel? C'est-à-dire qu'on va saisir des trucs dans la maison de quelqu'un. Ces choses doivent être mises sous scellé pendant la procédure judiciaire. Les gens ont retrouvé des choses comme ça qui sont portées par les femmes des officiers qui sont venus faire la perquisition, qui voyageaient avec. Si ce n'est pas dans un état voyou que des choses comme ça peuvent se passer, dans quel pays normal on va avoir des choses comme ça? Donc aujourd'hui, cette femme est devenue l'otage. Donc, Faure Gnassingbé, il en veut à tout le monde, il est devenu paranoïaque, ça relève un peu de la psychiatrie. Dès que quelqu'un rentre dans le pays, il a peur. On a les moyens, on mobilise les moyens pour aller attraper les gens à 5 h du matin à la maison, mais on n'a pas les moyens pour affronter les djihadistes qui viennent et qui se promènent dans les savanes là-bas comme dans un jardin. Quand ils veulent, ils rentrent, ils ressortent. Quand ils veulent, ils rentrent, ils ressortent. Ils viennent égorger les civils, ils viennent prendre les bœufs, ils viennent ramasser les portables et ils repartent. Et on n'a pas les moyens pour les combattre. Mais on a les moyens pour combattre les civils. Aller ramasser les gens à la maison à 5 h du matin, boucler tout un quartier. Ou pour aller prendre une femme qui est malade, inoffensive. Si ce n'est pas la lâcheté, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que la famille Agba Bertin dispose que Faure cherche? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Pourquoi cet acharnement? Vous avez poursuivi l'individu jusqu'à ce que mort s'en suive. Le gars, il est mort. Il a été enterré. Mais laissez sa famille tranquille. Si on devait rendre la famille responsable, si on devait rendre chaque famille responsable des actes de leurs enfants ou de leurs parents, les enfants des Yadema devaient passer à la barre. Tous les enfants des Yadema. On connaît les fils des Yadema qui ont tiré sur les gens avec des armes à feu dans les quartiers à Lomé pendant les manifestations. Ils sont en toute liberté. Ils sont en toute liberté. À part ceux qui sont morts naturellement, qui ont été victimes de sélection naturelle. Et il y a plein d'enfants des Yadema qui sont là, qui ont tiré sur les gens avec des armes à feu. À Atikoumé, à Bonsibé, partout, ils ont tiré sur les gens pendant les manifestations. Et Yadema lui-même, tous les victimes qu'il a créées depuis 38 ans de règne, qui poursuit ses enfants. Ou comme quelqu'un le dit, peut-être qu'il pense qu'Agba Bertin n'est pas mort, et qu'il a peut-être simulé une mort, et qu'il est dans la nature, donc son fantôme les hante. C'est quand même incroyable. On dit, les Dangote sont nés, les gens... Est-ce que vous connaissez un homme d'affaires togolais qui a été à la hauteur d'Agba Bertin? Comme l'adage le dit souvent, derrière une fortune, il y a peut-être certainement un crime. Aucun homme d'affaires n'a jamais été propre dans sa vie. Mais Agba Bertin faisait beaucoup au Togo. Hein. Il employait beaucoup de gens. Il aidait beaucoup de gens. Il avait 300 orphelins hein, au Togo. Il supportait 300 orphelins dans le silence total. Et il est décédé, tous ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Il faisait des choses pour ses frères. Il engageait des gens. Parce que il est venu au Togo avec une Rolls-Royce et puis c'est fini. Et comme ceux qui gouvernent le Togo s'étaient complexés, je me rappelle, Bertin paix à son âme, maintenant qui n'est plus là, je veux le dire, quand il a été conduit à l'ANR, la première question que Massina lui a posée, puisque c'est Massina qui est venu l'arrêter, qui gérait l'ANR, la première question que Massina lui a posée, la question de savoir où est la voiture? Où est la voiture? Et Bertin dit, mais quelle voiture? Il dit, mais où est la voiture? Et Massina de lui dire, mais toi, tu es un petit cabier sorti de Kouméa, tu conduis Rolls-Royce, la voiture de la reine d'Angleterre. Tu es sorti de la brousse et tu conduis la voiture de la reine d'Angleterre. Donc lui, officier, très grand officier de l'armée togolaise,
il ne peut pas concevoir que son frère, s'il réussit en affaires, peut s'acheter la voiture qu'il veut. Et quand ils sont venus dans la maison pour faire la perquisition, c'est la voiture qu'ils cherchaient premièrement. Ils ne connaissaient pas le nom de la voiture, les soldats qu'on a envoyés, ils ne connaissaient pas le nom de la voiture. Ils disaient oui, où est la voiture, où est la voiture? Mais les gens disent, mais quelle voiture? Il y a un des agents qui dit la voiture qui a les yeux comme ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et ça fait rigoler beaucoup de gens. Donc, un Togolais, quel qu'il soit, qui fait des affaires, il ne peut pas s'offrir certains luxes. Vous voyez pourquoi le Togo est pauvre? Vous comprenez pourquoi les gens ont de l'argent au Togo, mais ils n'arrivent pas à en jouir. Les gens sont au Togo, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas se faire plaisir. Parce que dès que vous construisez une maison qui est imposante, on vient vous demander, vous avez trouvé l'argent où? Dès que vous achetez une voiture, quand la voiture arrive au port, on bloque la voiture, on dit, tu as trouvé l'argent pour acheter cette voiture. Mais les Béninois qui venaient au Togo, qui roulaient avant dans les 404, les Béninois qui roulaient dans les 404 avant, aujourd'hui vous allez à Cotonou, les gens ont des Porsche Panamera, les gens ont des voitures de luxe, les gens ont des jets privés, les gens ont tout. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Moi, j'étais dans la maison d'un multimilliardaire du Nigeria. Et lui seul, dans sa seule maison, il avait 10 Rolls-Royce. On ne compte pas les Bentley, tout ça. C'est un domaine. C'est un vieux. Il a des actions partout. Et il a investi dans tout. Les écoles, les universités, partout. Et c'est une fierté pour leur pays. On était chez le roi au Truffaut, à Chantilly. Chez lui là-bas, à Koumassi. Avant d'être roi, c'est un homme d'affaires. Il a fait longtemps Londres, c'est un homme d'affaires. Il a des Rolls-Royce. C'est une fierté. Quand il passe, les gens crient Ghana is the best, Ghana is the best. Quand Adebayo va à Accra avec sa Rolls-Royce, les gens crient Adebayo, you have Rolls-Royce, you are the best. Au Togo, quelqu'un achète une 4x4 Santa Fe, ou je ne sais pas comment vous les appelez. Il a acheté une voiture. C'est pas des... Alors que ces histoires de Santa Fe, ce n'est pas des voitures, c'est des ordures. Excusez-moi les termes. Donc, personne au Togo ne doit mieux s'habiller que les Nyasingbe. Personne au Togo ne doit porter une chaussure plus chère que les Nyasingbe. Personne au Togo ne doit avoir une voiture plus chère que la voiture du président. Comment un président peut se mettre au niveau des gens? Un président peut se permettre de se mettre au niveau des gens. On dit, ah oui, on a vu une voiture aujourd'hui en circulation à Lomé. À qui ça appartient? De quel droit il vient ici avec cette voiture? Alors que le président n'a pas ça. Le président est le seul à avoir une G-Wagon. Il est le seul à avoir une Maybach. Il est le seul à avoir telle voiture. Si quelqu'un d'autre l'achète, et quelqu'un d'autre qui gagne honnêtement son argent, on dit, ah oui, tu es qui? On saisit la maison et la voiture. Si on n'invente pas une affaire de drogue pour saisir la voiture définitivement. C'est dans quel pays on est? Agba Bertin, son péché c'était ça. Parce que c'était un homme raffiné, voilà, très raffiné. C'est la question qu'on lui a posée à l'ANR. Toi, tu es qui pour conduire la voiture de la reine d'Angleterre? Tu es en Rolls-Royce, tu es qui pour conduire la voiture de la reine d'Angleterre? Conséquence, les gens ont de l'argent, ils achètent des voitures, ils les laissent au Ghana, ils les laissent au Bénin. Ils ne font jamais venir ces voitures au Togo. Les gens ont des voitures, les voitures sont au Ghana, les voitures sont au Bénin. Les gens louent des jets privés, ils n'atterrissent pas au Togo. Ils atterrissent au Ghana ou ils atterrissent au Bénin. Ils prennent le taxi, ils rentrent au Togo. C'est quel pays ça? Qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Comme ça, en Corée du Nord, on sait que la coiffure de Kim Jong-un, c'est la coiffure que tout le monde doit faire. Si Kim Jong-un a une coiffure, tout le monde doit se coiffer comme le président. Si Kim Jong-un porte un pantalon sauté, tout le monde doit porter le pantalon sauté. Si Kim Jong-un, je ne sais pas quoi dire. Ou bien comment il s'appelle? Kim Jong-un, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, en Corée du Nord, on impose une coiffure identique pour tout le monde. On impose le pantalon pour tout le monde. Tout le monde doit porter pantalon sauté. Tout le monde doit avoir la même coiffure. Tout le monde doit avoir les mêmes habits.
qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Comme ça, quand on dit tout le monde doit être coiffé en djeketuri, tout le monde, modèle djeketuri pour tout le monde. Vous devez rire de la même manière. Vous devez sourire de la même manière. Vous devez applaudir de la même manière. Seul le président ou le monarque a le droit de faire autre chose. Il faut qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Alors, je vous parle, il y a des gens qui ont des voitures à Lomé, mais ils ne peuvent pas les sortir. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on va les interpeller pour leur demander où est-ce que vous avez acheté cette voiture, qui vous êtes pour conduire cette voiture. Un pays ne se développe pas comme ça. On ne développe pas un pays comme ça, dans le complexe. Les dirigeants ne peuvent pas envier les hommes d'affaires. Des dirigeants ne peuvent pas être complexés vis-à-vis des hommes d'affaires. Si on continue comme ça, quand est-ce qu'on aura nos capitaines d'industrie, nos Dangote, nos Tony Elumelou, nos quoi, tout ça. Au Nigeria, ces gens, ils se déplacent en hélicoptère. Au Nigeria, ces gens se déplacent en hélicoptère. Les Tony Elumelou, les Dangote, ils se déplacent en hélicoptère. C'est des multimillionnaires en dollars. Il y en a au Togo, les gens ont la capacité. Mais on nous a comprimés, on nous a rétrécis à la taille du pays. Et c'est de cette façon que nous réfléchissons dans le pays. On réfléchit de façon obtuse. Et le langage du Togolais, c'est ça. Deux chambres salon quoi. Et voilà. Comment vous allez pouvoir développer un pays en construisant des 2 chambres salon, des quarts de l'eau? Comment vous pouvez développer un pays si vous n'avez pas de l'ambition, si vous ne portez pas de grands projets? Tout se fait à la taille de notre pays et à la taille de la réflexion de ceux qui gouvernent le pays, au complexe de ceux qui gouvernent le pays. Vous avez trouvé ces chaussures où? Mais c'est ça. C'est ça qui fait que les gens disent qu'on est des villageois. Qu'on est des villageois au Togo. Qu'on est des villageois au Togo. Et c'est vrai. Vous allez au Ghana, les Range Rover, dernier modèle, ce sont des jeunes. C'est des jeunes qui roulent dans ça, qui sont sur motorway, qui sont sur les autoroutes et qui sont très fiers. Personne ne leur demande comment vous avez fait. Et ces jeunes-là, mais tantôt ils sont à Londres, tantôt ils sont aux États-Unis, ils vont, ils viennent, ils font des affaires, ça tourne. Personne ne demande à personne comment tu t'en sors. Personne n'envie personne. Une fois que le pays tourne, tout le monde est content. Chez nous, dès qu'une voiture rentre dans le pays, quand c'est une voiture de haut de gamme, ah oui, qui a acheté ça? Qui a acheté ça? Il fait quelle affaire? On va commencer par tourner autour de toi un matin, on débarque chez toi, on fait perquisition, on t'arrête, on te ménote. On invente une histoire. Parce que conduire cette voiture dérange ceux qui gouvernent le pays. Et ça, et ce comportement empêche les investissements. Ça empêche les investissements. Aujourd'hui, vous avez plus de 3 millions de Togolais à l'extérieur, les gens ne peuvent pas investir dans leur pays. Parce que dès que les gens commencent à investir, on vient tourner pour voir qui est derrière. Est-ce qu'il est uni? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il n'est pas un opposant? Et dès qu'on sent que la personne n'est pas avec vous, on le casse. Si on n'amène pas le fisc pour le casser, on amène une histoire, on dit oui, il a fait ci, il a fait ça, ou bien on a vu la drogue, et on le paralyse. Et conséquence, Lomé est devenu un gros village. À force d'avoir réduit les gens au minimum, en construisant les 2 chambres salon sur les quarts de l'eau, Lomé est devenu un gros village. La périphérie aussi est devenue un gros village. Si on arrivait au moins à maîtriser la périphérie, au moins on sait que dans 10 ans, 15 ans, les quartiers comme Adétikopé, comme Zanguera, comme Ekpogan, tout ça, comme Diablé, on peut construire des cités et changer le visage de la ville de Lomé. Tous ces endroits sont envahis par des maisons, des hangars, des trucs comme ça. Il n'y a aucun plan de développement. Parce qu'au sommet de l'État, on ne veut pas que le pays se développe. On ne veut pas que le pays se développe. Les gens
Nous avons des compatriotes qui sont partout dans le monde, qui ont des relations, qui ont des projets. Ils ne peuvent pas faire venir ces projets au Togo. Des projets immobiliers, des projets agricoles, plein de choses. Ils ne peuvent pas venir. Dès qu'ils viennent, on dit oui, tout ça. Après, on dit non, on ne veut pas de vous. Parce que si vous avez de l'argent, on estime que vous allez conquérir le pouvoir. Si vous avez de l'argent, on estime que vous allez avoir des envies pour le pouvoir. Et donc, on a réduit les Togolais, on a comprimé les Togolais, on nous a réduit au minimum vital. Même le minimum vital, certains n'en ont pas. Donc, nous réfléchissons à la taille du pays. Et nous réfléchissons à la manière dont les gouvernants prennent le pays. Talon là, il a fait 8 ans, hein. Il a en train de faire 8 ans. Le miracle qu'il fait, c'est parce c'est parce que les esprits sont ouverts. C'est parce qu'il a décidé de desserrer les taux autour du pays. Tout ce qui vient, il prend. Il va prendre les intelligences partout. Je vais transformer mon pays. Je voudrais que demain, si je ne suis pas là, qu'on dise que c'est un montant qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Conséquence, en pleine ville de Cotonou, il ferme des casernes, comme le camp Guézo, tout ça. Il veut transformer tout ça en des grands centres. La ville va changer de physionomie. Il construit les hôpitaux, il construit des choses, les routes, les industries. Il fait tout. Il a rasé le Sheraton. Non, il a rasé la Marina Hotel. Ceux qui connaissent Cotonou, qui connaissaient Marina Hotel, qui était déjà un hôtel très emblématique, Talon a rasé ça. Et il a construit Sheraton. Moderne. Nous avons Hôtel de la Paix qui est à la plage. Cette si belle plage qui est là-bas depuis 20 ans. Personne n'a touché, c'est devenu une épave sur la plage. Un lieu où tous les bandits vont en réunion pour braquer les gens qui viennent à la plage. Et vous pensez qu'on a des dirigeants qui ont de la volonté politique? C'est ça notre pays. Donc, c'est ce délit d'enrichissement. Mais ceux qui volent, on ne leur dit rien. Mais quelqu'un qui va se débrouiller, qui gagne de l'argent quelque part, on le poursuit. Et c'est ça. C'est ça qui vaut à la famille Agba ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui vaut à la famille Agba ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. C'est cet acharnement. Ceux qui connaissent bien ces milieux-là au Togo et comment les gens réfléchissent, les gens savent ce que je dis. Les gens comprennent ce que je dis. Seul le président doit être bien habillé. Seul le président doit avoir une belle voiture. Seul le président doit être ceci. Le reste là, si tu t'hasardes. Mais les gens qui sont jeunes là, vous vous rappelez les enfants des Adéma, quand vous conduisez même en circulation, que vous les dépassez, vous faites un dépassement, ils vous poursuivent, vous arrêtez, vous fessent. C'est ça la mentalité qu'on leur a inculquée. Les gens ont été victimes de ça avec Emmanuel, avec Ernest et d'autres enfants des Adéma. En pleine route, quand il a fait un dépassement, qui m'a dépassé comme ça avec quelle voiture? On vous arrête, on vous fesse. Et la même logique est là aujourd'hui. Vous êtes qui pour avoir plus de choses que les Nyasingbe? Pour être mieux habillé que les Nyasingbe? Pour avoir une voiture qu'eux n'ont pas? Pour avoir une maison qu'eux n'ont pas? Donc on vient fouiller dans vos poubelles. On vous arrête. Conséquence, les Togolais ont de l'argent mais ils ne peuvent pas en vivre. Les Togolais ont de l'argent mais ils ne peuvent pas en jouir. Les gens ont des biens mais ils ne peuvent pas en profiter. Ils vont laisser ces biens dans les pays voisins. Vous allez au Bénin, on va vous dire, il y a beaucoup de Togolais qui investissent aujourd'hui au Bénin. Beaucoup de Togolais ont délocalisé leurs affaires au Bénin. Il n'y a pas que les Béninois qui font la fierté du Bénin. Beaucoup de Togolais. Moi, quand j'étais à Cotonou, même sur le boulevard Saint-Michel là-bas, jusqu'au marché de Dantopa et à Missebo là-bas, les immeubles qui commençaient par pousser déjà dans les années 2000, c'était des Togolais, des Nanabès qui ont construit ces immeubles. Elles sont devenues béninoises. Elles sont devenues béninoises. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires togolais déplacent leurs trucs au Bénin. Au Ghana, pareil. Ils investissent dans l'immobilier au Ghana. Parce que leur pays est devenu une jungle. Et ça, c'est la volonté de quelques individus. C'est la volonté d'un individu et de sa cour de réduire tout le monde. C'est pas normal. Donc, on va suivre le dossier Bertin Agba. Moi, particulièrement, j'ai intérêt sur ce dossier parce que, comme je l'ai dit, je vous ai dit ça dans un direct. Si moi, Ferdinand, je suis en vie aujourd'hui, c'est Bertin. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo. Je vous ai expliqué ça. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo.
C'est Bertin qui m'a dit, quand ils m'ont ramené à la maison ce dimanche et qu'ils avaient prévu venir me rechercher le dimanche, le samedi soir, c'est Bertin qui m'a appelé. Je ne sais pas comment il avait l'information. Il m'a dit, tu es où? Je suis à la maison. Je dis, il faut quitter la maison tout de suite. Je suis parti de la maison. 1 heure de temps après, ils sont venus pour m'arrêter, avec une convocation, avec arrestation immédiate. Et c'est là où ils ont perdu mes traces. Là où je suis parti me cacher jusqu'à sortir du pays. De quelle manière je suis sorti, je suis le seul à savoir. Et quand j'étais allé au Ghana, ils ont signalé mon passeport. Ils ont signalé mon passeport au Ghana et au Bénin. Je ne pouvais pas monter dans l'avion. Quand on a envoyé le passeport à l'immigration, ça clignotait. C'est Bertin qui a négocié avec ses amis au Ghana. Et je suis monté dans l'avion. Bertin n'était pas le fils de mon père, ni de ma mère. Comme on le dit souvent, on dit qu'il y a des gens que vous rencontrez dans la vie qui n'ont pas le même sang que vous, mais qui sont plus votre frère que vos propres frères. Bertin était ça. Pendant 3 jours, il n'a pas dormi. Il s'est assuré que je me mette à l'abri. Pendant qu'on me cherchait à Lomé, quand j'ai quitté Lomé, quand j'ai quitté le Togo, mais ils ne savaient pas que j'étais sorti. Ils étaient convaincus que je devais retourner au Bénin parce que j'avais un vol à prendre en réalité au Bénin. C'est pour ça que j'allais au Cotonou. Donc, ils avaient le signalement du vol. Donc, quand ils sont venus à la maison et qu'ils ne m'ont pas trouvé, ils ont partagé ma photo à la frontière Est, jusqu'à Toum. Ils ont multiplié mes photos qu'ils ont données à tous les agents de la police des frontières, jusqu'à Toum. À Gomeglozou, à Banaké, tout ça, ils ont mis les agents. Mais moi, je ne suis pas passé à l'Est. Je suis passé à l'Ouest. Pendant 1 semaine, ils ont continué par me chercher dans le quartier. Bon, comme moi-même, j'étais aussi un voyou, voilà. Nous, quand on était jeunes, on sautait sur le train qui rentrait en gare, on sautait de wagon en wagon. Attends, c'est pas... on était quand même... on défiait certaines choses de la nature. C'était peut-être l'adolescence, mais on a été formé pour ça. Donc, voilà. Donc, quelqu'un comme ça, on est en train de maltraiter sa famille, je ne peux pas me taire. Et cette injustice-là, on ne peut pas laisser Faure Gnassingbé traquer les gens comme ça, partout. Traquer les gens, même jusque dans la mort. Le ministre François Bokor, sa mère est décédée, il voulait rentrer pour l'honorer, il a refusé. Il a refusé. Et donc, ce qui se passe là, ça doit réveiller tous les Togolais qui sont aujourd'hui dans la diaspora et qui disent, mais moi, je vais rentrer, je vais rentrer. Mais faites très attention. Mais on a vu le cas au Molo. On a vu le cas au Molo. Donc, les gens qui, de temps en temps, tirent sur le régime, prennent des positions, si vous hasardez à aller à Lomé parce que quelqu'un vous a trompé ou bien quelqu'un vous a dit, ah oui, non, on va négocier, si tu viens, on ne te fera rien. On va t'arrêter, il ne se passera rien. On va t'arrêter, il ne se passera rien. Ça, je le dis aux gens de la diaspora. Si entre-temps, on ne t'empoisonne pas. Quand je parlais de la ville de Palimé, là, j'ai dit aux gens, j'ai dit en parabole que ceux qui vont à Palimé, parfois pour faire la fête là, et qui savent qu'ils sont des gens exposés, ils n'ont qu'à faire très attention. C'est une parabole. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, les gens qui s'amusent avec le régime, qui pensent que, oh, ils m'ont peut-être oublié, je les ai critiqués une fois, bon, je vais rentrer à Lomé. Ils vont t'enlever, tu vas disparaître. Il ne se passera rien. Donc, faites très, très, très attention. L'arrestation de la femme de Bertin et ses enfants, alors que ces gens sont des gens qui n'ont rien à voir avec le dossier de leur papa, doit renseigner les uns les autres que le régime ne pardonne pas. Et ils n'ont pas de limite dans la méchanceté.
Le seul indicateur que vous devez avoir, c'est Pacha Gnassingbé. Mais Ford a laissé son frère en prison depuis 15 ans. C'est son propre frère de sang. Vous êtes qui? Il y a des voix qui se sont prononcées. Il y a des gens qui ont fait des négociations pour qu'il laisse son frère. Qui le laisse même, qui le mettent en résidence surveillée à la maison. Il a promis à tout le monde qu'il va le laisser. Jamais il l'a fait. Moi, j'étais allé voir Pacha en prison. Les gens qui disaient qu'il n'était pas en prison, moi, j'étais allé en prison le voir. Son propre frère de sang, ça fait 15 ans. Il se lève, il dort, il mange, il voyage. Il s'en fout. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, le cas au Molou, c'est ça. Le cas au Molou, c'est ça. Toutes les voix se sont levées, les gens ont fait des actions. Ils s'en foutent. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut prier que Omolou ressorte avec au moins la santé. Ils ont même refusé de l'envoyer en prison. Parce qu'ils savent que s'il va en prison, bon, il aura peut-être un cadre beaucoup plus desserré que le SCRIC. Au SCRIC, tu es dans la cellule, en permanence. Quelqu'un vient chez toi, on est là, on écoute ce que vous dites. Alors que le SCRIC n'est pas un lieu de détention. C'est un lieu de garde à vue, ce n'est pas un lieu de détention. Ce n'est pas un lieu de détention, c'est un lieu de garde à vue. Une fois que la procédure est finie, on devait l'envoyer en prison. Mais on l'a gardé au SCRIC. C'est une autre façon de le torturer. Donc, les gens qui s'amusent avec le régime là, faites gaffe. Faites gaffe. Parce que ces gens, ils n'ont pas de limite. Il suffit de voir ce qu'il fait avec son propre frère. C'est son frère de sang. Combien de chefs d'État ne sont pas impliqués dans l'affaire de Pacha Gnassingbé? Le roi Ashanti, les gens partout, des gens au Nigeria, tout, on dit mais ça va, il faut le laisser. Il dit, oh, je vais le laisser, je vais le laisser. Les chefs de Kara, tout ça, on fait des délégations, oh, je vais le laisser. Mais il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. J'avais l'habitude de dire à Lomé, à mes collaborateurs, que si j'ai eu une fois écrit sur toi, ou j'étais une fois dénoncé, même dans ta rue, je ne passe pas. Même 200 mètres, je ne passe pas dans ton quartier. Parce que il faut que chacun connaisse ses limites. Si tu vas là-bas, on te frappe, on va dire, mais tu es venu chercher quoi dans le quartier? Alors que, bon, peut-être le gars, il va devoir te passer, il va te frapper, il va dire que, mais ces gars quand même vont te frapper. Donc, prions pour nos frères qui sont en prison, prions pour tous ceux qu'on a arrêtés injustement, prions pour que ces gens-là ils puissent retrouver la liberté. La famille Agba n'est que une victime de plus. Il y a les Omolou en prison, il y a les Aziz Goma, il y a les gens de Tigre Révolution, il y a tous ces gens-là, dont certains sont en train de mourir en prison. Il y a les militaires dont je vous ai parlé, plus de 350 qui sont à la prison civile de Lomé. Prions pour tous ces gens-là, pour que celui qui... je sais pas, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur le cas de la famille Bertin Agba, une famille dont le seul tort est d'avoir décidé de rentrer au pays pour se consacrer au rituel de deuil. Voilà, le fils aîné de la dame, elle-même, qui est très malade, son beau-frère et certains de leurs cousins se retrouvent derrière les grillages. Depuis 4 jours, on leur dit rien. Peut-être demain, comme c'est... Ils arrêtent toujours les gens jeudi, comme ça, ils vont vous garder le week-end, et le lendemain, le lundi, on inventera quelque chose pour envoyer au procureur, pour l'habiller juridiquement. Et le procureur aussi, il va exécuter. Tous ceux qui font ces conneries-là, sachez que demain, la nature va vous rattraper. Hein. La nature va vous rattraper. Que vous soyez procureur, vous soyez, je ne sais pas, officier, vous savez quoi, la nature va vous rattraper. La nature va vous rattraper. Fort lui-même, Dieu seul sait comment ça va finir. Dieu seul sait.